mot Oui, rapide après je laisse la parole. bien sûr. Vous voulez commencer? Commencer. Pas de souci. On va attendre encore peut-être 2 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Nous allons commencer. Il est 18h34. Nous n'avons pas beaucoup de retard, donc nous allons pouvoir débuter. Je suis Youssef Alaoua, le directeur du campus de Sciences Po à Menton. Et je suis vraiment très heureux de vous voir nombreuses et nombreux ce soir, mentonnaises, mentonnais, amis du campus, étudiantes, étudiants. Vraiment un immense merci à vous de vous être déplacés un vendredi soir pour venir jusqu'à nous. Je sais que la veille de l'ouverture de la 90e édition de la Fête du Citron est pleine de tentations et autres activités en ville. Donc vous avez quand même décidé de venir et de nous faire l'amitié de votre présence. Donc vraiment, merci infiniment pour cela. Nous sommes aussi collectivement très heureux d'avoir pu organiser cette conférence parce que l'invité ce soir, mais les étudiantes et les étudiants modérateurs vous en diront un peu plus, mais c'est Clotilde Mravko, une ancienne étudiante du campus de Menton, qui a étudié entre 2006 et 2008, à l'époque où le campus n'était pas installé dans le bâtiment Saint-Julien, mais était hébergé par l'IUT Carrière Sociale de l'Université de Nice, au-dessus du chemin des Terres Chaudes. Ça n'est qu'en 2011 que Sciences Po s'est installé dans ce bâtiment. Donc Clotilde ne l'a pas connu dans son fonctionnement actuel. Donc voilà, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous et de passer la soirée avec nous pour partager voilà, ton expérience et puis ta connaissance et puis toute ton expertise sur ton métier et sur la zone. Je voulais simplement vous dire que la raison d'être de Sciences Po, université d'enseignement et de recherche, est comprendre son temps pour agir sur le monde. Comprendre son temps pour agir sur le monde. C'est vraiment ce qui nous a guidés depuis le 7 octobre 2023. La période a été très très difficile pour tout le monde et on a essayé d'avoir pour boussole en chaque instant cette raison d'être. Comprendre son temps pour agir sur le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à organiser des événements que nous avons souhaité le plus utiles pour nos étudiantes et pour nos étudiants, pour comprendre, pour partager avec eux les clés d'analyse sur ce conflit si dur, si complexe, si difficile. Nous avons organisé en septembre dernier, nous avons voulu apporter un éclairage culturel sur le conflit en organisant la projection d'un film,
Gaza mon amour, en présence d'un réalisateur palestinien de Gaza, Arabe Nasser. Nous avons aussi reçu une constitutionnaliste palestinienne qui est membre du comité de rédaction de la Constitution palestinienne et qui nous venait de l'université, d'une université en Cisjordanie. Nous avons aussi essayé d'apporter un éclairage académique avec 2 conférences d'actualité du professeur Gilles Kepel. Aujourd'hui, nous avons un éclairage plus journalistique, plus de terrain de Clotilde Mravko. Nous avons essayé aussi de renforcer notre éclairage académique à travers les cours qui sont proposés à nos étudiantes et à nos étudiants ce semestre. Et je remercie beaucoup Denis Charbit, professeur de sciences politiques, professeur associé de sciences politiques à l'Open University of Israel, qui est là, présent sur le campus tout le semestre pour dispenser un enseignement sur le conflit. Mais nous avons 3-4 autres enseignements dispensés par des professeurs et des chargés d'enseignement pendant ce semestre. Nous accueillerons aussi, si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà noter la date, ce sera le 25 avril 2024 à 18h30, ici même. Nous accueillerons le professeur historien Jean-Pierre Fihu, qui a publié au Seuil le 9 février dernier un ouvrage « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ». Il viendra nous le présenter et nous organiserons une séance de dédicace. Et nous essayons d'organiser des événements toujours en ligne avec notre raison d'être pour essayer, pour nos étudiants, pour vous, de partager des clés de compréhension. Donc, à nouveau, merci infiniment d'être venus avec nous ce soir. Et nous vous souhaitons, toute l'équipe du campus, les étudiants, une très belle soirée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le campus de Sciences Po Menton, qui a eu l'honneur d'accueillir Clotilde Mravko il y a de cela quelques années. Pour ce qui est de nos étudiants anglophones, just know that we'll try to make our best in order to translate all answers, but the questions and answers will be French given the current public. Donc, sans tarder, nous laisserons l'occasion à Clotilde Mravko de se présenter, de nous en dire un peu plus sur son parcours. Là, oui. Bonsoir à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être de retour à Menton, et encore plus dans le cadre de Sciences Po, où j'ai fait mes premières années universitaires et où je garde vraiment un souvenir très ému et de bonheur en fait de ces deux années à Menton. Je suis très heureuse ici de retrouver José et Youssef. J'ai l'impression que du coup ça n'a pas trop changé. Et puis merci à vous aussi d'avoir organisé, pensé cette conférence pour qu'on puisse en faire un peu un dialogue. Donc voilà, merci beaucoup et merci pour la traduction. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Donc moi, je suis journaliste. Alors, je suis journaliste indépendante. Je travaille en fait à Jérusalem depuis 5 ans. Il se trouve que j'étais dans le pays quand le 7 octobre est arrivé. Et donc, j'ai tout de suite été plongée en fait dans la couverture de ce qui s'est passé, principalement pour le journal Le Monde. Alors, on s'est un peu divisé la tâche parce que la tâche est immense. Elle est encore aujourd'hui colossale. Je pense personnellement qu'on couvre ce qui se passe de manière très parcellaire puisqu'on n'a pas accès au terrain. Et donc, moi, j'étais plus ou moins en charge depuis le début de couvrir ce qui se passe à Gaza. Et j'ai 2 autres collègues avec moi à Jérusalem qui couvrent l'un un peu les questions diplomatiques et politiques autour de la guerre et un autre qui fait plus des reportages sur le terrain côté israélien. Et puis on a également des envoyés spéciaux qui viennent nous renforcer parce que, comme vous le savez, cette guerre elle est aussi avec plusieurs fronts. On a à la fois la Cisjordanie, on a le nord d'Israël avec le Liban, et puis Gaza, et puis les kibboutz et les villes tout autour de Gaza qui ont été très éprouvées. Voilà.
So Clotilde was saying that she's really happy to be back here because she was an old alumni from here. She was one of the first promotions. And so she's been working in Jerusalem for 5 years, and she was there when the October 7th incident happened. And at that point, there was a reporter for Le Monde, which is a famous French newspaper. Because of the size and the consequences of this event, she couldn't cover everything, so she specialized in covering the Gaza side, whilst other journalists were covering the diplomatic side and then what was happening in Jerusalem. And in Israel. Yes, and in Israel. Déjà, je voudrais juste poser une petite question à l'audience pour savoir un petit peu qui est déjà allé soit dans les territoires palestiniens, soit en Israël, soit dans les deux. Has Voilà. someone ever been to Palestine or Israel? Donc voilà, donc la moitié de la salle saura en tout cas géographiquement et physiquement de quoi on parle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des racines palestiniennes ou israéliennes et qui n'ont pas forcément vécu ou qui n'ont pas accès au pays? Are there some people that come from this region but may not have been there? Très bien, je pose la question parce qu'il y a aussi des gens qui ont en général, enfin qui sont des descendants de réfugiés palestiniens qui n'ont pas forcément mis les pieds en Israël et dans les territoires palestiniens, mais qui ont cette mémoire familiale. Donc voilà, c'était pour savoir un petit peu. Mais je pense que du coup, on peut commencer. Alors, premièrement, on aimerait en savoir plus sur l'impact de votre cursus à Sciences Po sur votre carrière, que ce soit au niveau du curriculum, de l'échange ou des rencontres que vous avez pu faire. We'd like to know more about the impact of your academic journey in Sciences Po in terms of curriculum, exchange, encounters, and what you learned. Je pense que ça a été fondateur et décisif, je dirais, dans le sens où ça a créé ce lien qui aujourd'hui me rattache à cette région. Je ne suis pas sûre que, n'étant pas passée par Menton, je serais allée faire des reportages à Jérusalem. Déjà parce qu'au départ, quand je suis arrivée à Jérusalem, j'y suis arrivée via l'AFP et qu'il fallait parler arabe et que j'ai appris l'arabe ici. Donc, j'aurais pas eu le niveau nécessaire en fait pour pouvoir postuler et ouvrir cette aventure qui dure depuis maintenant 5 ans. Et aussi parce que sur le campus, il y a cet échange multiculturel. Moi, je viens d'une famille française et j'avais pas forcément de lien avec un quelconque pays étranger, en tout cas extra-européen. Et pour moi, ça a été ces premières rencontres sur le campus, à travers des amitiés, à travers des découvertes, des personnes qui m'ont invitée chez elles dans leur pays respectifs, qui m'ont permis en fait de m'ouvrir et d'avoir encore plus envie en fait de découvrir les cultures du pourtour méditerranéen et du coup qui ont aiguisé aussi cette curiosité d'aller en Terre Sainte. Merci pour votre réponse. Selon vous, quels sont les défis? Je pense que So no, her education in Sciences Po was very important, especially in Menton, because she doesn't think she would have worked in Jerusalem and the Middle East if she hadn't been there. Because, well, first of all, because she got to learn Arabic, and she had a post with the AFP, which needed people who spoke Arabic, and then also simply because she doesn't have any roots with the region, but in Sciences Po she got to meet a bunch of people who knew about region, were from the region, and then through discussions, going to see people's families, going to the region, and just creating these links, she got to understand more about the region. Selon vous, quels sont les défis liés au reportage sur le Moyen-Orient destiné à un public qui est principalement européen? For English translation, what do you think are the main challenges in reporting from and about the Middle East to a mainly European and Western audience? Déjà, je pense qu'on a une vision, disons, très parcellaire en fait, du Moyen-Orient en Europe, et aussi parce que
On a de moins en moins d'espace dans les médias, en tout cas sur l'international, qui se réduit drastiquement. Moi, j'ai vu la différence. En fait, ça fait 10 ans que je suis journaliste et je vois que l'intérêt, en fait, pour ce qui se passe hors de France a quand même baissé. Quand on voit à l'époque de France 2, Charles Anderlin, qui était en direct très régulièrement. Aujourd'hui, malgré ce qui se passe actuellement en Israël et dans les territoires palestiniens, on voit que l'espace dans les journaux n'est pas aussi important. Il y a évidemment aussi, je pense, un biais qui était déjà présent depuis très longtemps. On l'a vu pendant les différentes guerres au Moyen-Orient. On parle aussi bien de la guerre du Golfe dans les années 90, avec l'idée qu'on rapporte aussi beaucoup ce qui se passe dans la région à travers le point de vue de ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours donné la parole aux personnes qui vivent dans cette région, mais on a beaucoup donné la parole à des experts qui racontent cette région. Et ça, c'est, je pense, le gros défi. C'est, en tout cas pour moi, je vois mon métier comme, parce que je suis reporter, je vois mon métier comme donner en fait la parole aux gens et essayer de comprendre la situation à travers le terrain, en fait, ce que les gens peuvent me dire et me rapporter, plutôt que d'apporter moi mon regard pour peut-être le penser pour un public français. Je pars plutôt moi du terrain pour ensuite le rapporter derrière. So this is answering the question, what are the challenges about reporting about the Middle East for a Western public? And essentially we've always had a partial view of the region. And we're also in a context where we're given less and less room for international questions in the media, which makes it even harder to give a more complete view of what's happening. And furthermore, there's been a bias when reporting about the Middle East, in this sense the Gulf War, because we're not giving we're not giving the microphone, we're not allowing the people to speak, people from the region, but rather experts from outside. And so this is what Clotilde is really trying to do, is that she's not pushing her ideas, but rather she's giving a platform for people to give their ideas from the people who are from the region. Pourriez-vous nous parler de votre expérience en tant que journaliste pendant la guerre? Nous avons, je pense, tous une idée très stéréotypée de la guerre. Et est-ce que vous vous attendiez à cela? Alors déjà... Pardon. Could you tell us a bit about the experience of being a reporter during war? Is it the way you envisioned it? Alors déjà, moi je couvre une guerre très spéciale, c'est-à-dire que je pense que mes confrères et mes consoeurs qui sont en Ukraine ou même qui ont couvert côté israélien n'ont pas vu du tout même la même guerre que moi. Moi je suis reporter de téléphone en ce moment. Parce que je n'ai pas accès à mon terrain, où j'ai un accès très parcellaire, c'est-à-dire que j'ai pu rencontrer les personnes qui, comme moi, étaient aussi privées de Gaza, les Gazaouis qui étaient coincés à Jérusalem, en Cisjordanie. Et donc, aujourd'hui, Israël interdit l'accès aux journalistes étrangers à Gaza. Il y a une seule journaliste de CNN qui a réussi à rentrer, pour quelques heures seulement. Donc, elle a eu, elle aussi, un accès très parcellaire. Les autres journalistes étrangers qui rentrent le font dans ce qu'on appelle les embedded, c'est-à-dire qu'ils font partie, ils sont amenés par l'armée, qui les emmène dans un but précis, et ensuite ils ressortent avec l'armée. Et en général, les reportages sont regardés par l'armée israélienne. Ça, c'est pas forcément propre à l'armée israélienne. La France, quand elle fait ça aussi, elle faisait ça en Afghanistan, c'était pareil. Il y avait quand même après, les militaires regardent ce que vous écrivez ou ce que vous filmez. Mais disons que nous, on n'a que cet accès-là. Donc moi, j'essaie de joindre des gens au téléphone. Il y a des sources que je connais sur le terrain. Il y a des gens que je connais, des journalistes palestiniens sur le terrain dont je sais qu'ils sont fiables parce que j'ai travaillé avec eux.
Je m'inspire aussi du retour des humanitaires qui, eux, ont accès, pareil, partiellement, parce que c'est des missions courtes et c'est dans des conditions effroyables et qu'ils ne peuvent pas aller dans certaines zones et que, en général, les humanitaires, ils voient les distributions de nourriture et les hôpitaux parce que c'est leur travail. Et c'est comme ça, par petits bouts, par petits morceaux, que j'essaie de reconstituer un petit bout de ce qui se passe en ce moment à Gaza. C'est extrêmement frustrant, ce n'est absolument pas le travail auquel je suis habituée, parce que moi j'aime beaucoup être sur le terrain, j'aime beaucoup être une journaliste qui va du coup rencontrer et interviewer les gens, et aujourd'hui je peux pas faire ça. Donc j'essaie par ces petits bouts de raconter ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et c'est évidemment une infime partie de ce qui se passe à Gaza. So this is answering the question for the experience of a journalist during the war. And we must know that the war in Gaza is very different to most wars because journalists don't have access to the terrain. They cannot go in Gaza. Israel limits this. Only one journalist from CNN had this access, and only for a few hours. When journalists can go on the terrain, usually it's with the military, and so it's very restricted on what they can see, and then also once they produce, the army has an oversight on what can be published or not. Although this is not new, like every army does this, France does this as well. And so the way that journalism can be done is through the phone, by calling sources within Gaza, by calling sources, for instance, humanitarian aid, who also have a partial view, and then it's reconstructing all of these partial views and trying to have some sort of an idea of what's happening into Gaza, which can be very frustrating because normally you get this information by talking to people on the train, and this is not what's happening. Alors, nous nous demandons si vous avez parfois des retours de lecteurs. Nous nous demandons parfois si vous avez des... si vous avez parfois des retours de lecteurs. Et si oui, est-ce que ces retours ont-ils un impact sur vous, sur la manière dont vous avez de rédiger? Do you ever get feedback from your readers, and does that impact the way you write and work? Alors, sur un sujet comme Israël-Palestine, on a beaucoup de retours de lecteurs, ou de lecteurs, ou oui, pas forcément que des lecteurs d'ailleurs. On a des retours de personnes qui nous lisent, mais pas comme de simples lecteurs, qui nous lisent avec des buts politiques derrière. Je pense que c'est important parce que ça me permet aussi de voir comment... voilà, moi je suis là dans ma petite bulle, je fais mes coups de téléphone, j'écris, donc je pas forcément... je ne sais pas comment mes articles résonnent ensuite chez les personnes qui les lisent. Et donc pour moi, c'est toujours intéressant. Je constate que ces dernières semaines, même ces derniers mois, je dirais, j'aime bien en regarder aussi les commentaires des lecteurs, parce que ça me permet aussi d'avoir un aperçu sur ce qui se dit. Et je constate quand même qu'il y a un changement dans l'opinion, où avant, je dirais... Avant le 7 octobre, j'avais énormément quand même de remarques de lecteurs qui adoptaient souvent un point de vue, je dirais, pro-israélien, ou qui en tout cas défendaient les positions israéliennes. Là, depuis le 7 octobre, notamment sur les articles sur Gaza, je sens que voilà, les gens expriment aussi parfois une impuissance, une colère, sans forcément... prendre un parti ou un autre. Je dirais aussi que c'est important pour moi les retours de lecteurs, parce que parfois ça nous fait aussi comprendre que il y a des choses qui nous paraissent évidentes parce qu'on est sur le terrain, mais qui ne le sont pas. Par exemple, est-ce que Gaza est occupé ou pas? Pourquoi les Gazaouis ne partent pas? Pourquoi vous rapportez par téléphone? Et parce qu'en fait, ce sont des questions qui, moi, me paraissent logiques aujourd'hui, parce que c'est mon quotidien, mais qui ne sont pas pour certains lecteurs, ou qui se demandent pourquoi je ne suis pas sur place. Et aussi,
cette géographie particulière de Gaza qui était sous blocus déjà avant et qui aujourd'hui est sous siège. Et donc certains disaient mais pourquoi ils ne partent pas par la mer ? Parce qu'en fait Israël contrôle aussi les frontières maritimes. Mais ça c'est vrai que moi j'y pensais pas dans mes articles et c'est important de le rappeler. So yeah, feedback of readers is very important. And she'd realized that there's a change in the mentality of people since the 7th of October. People used to be very, let's say, pro-Palestine, and now, since these events, there's been... Yes, sorry, pro-Israel, I'm very sorry. And there's been a change in mentalities, and now people are expressing their anger. They're not specifically taking a party, but there's some sort of anger. And the other importance of feedback is that some things which may seem obvious, in fact, aren't specifically for the readers, such as, is Gaza actually occupied, or why don't the people from Gaza simply leave, and why don't they leave by the sea? People maybe don't know that Israel controls the maritime borders, which means that they can't, or other questions of like, why can't reporters go on the terrain? Nous espérions savoir qu'est-ce que vous espérez transmettre à travers vos articles. Est-ce que vous voulez transmettre des faits, des émotions, ou bien les deux? Et est-ce que vous pensez que la neutralité est la seule approche possible au journalisme? What do you expect to convey through your articles, facts, feelings, or both? Do you think neutrality is the only possible approach to journalism? Comme je disais un petit peu en introduction, pour moi, ce qui est important, c'est dans une de vos précédentes questions, ce qui est important, c'est d'avoir, de rapporter en fait ce que moi je vois, je ressens et j'entends sur le terrain. C'est-à-dire que je suis un relais. Les gens ne peuvent pas être en Ukraine, en Syrie, à Jérusalem, au Canada, ou à New York. Mais le matin, quand ils ouvrent leur journal, moi j'espère qu'on puisse du coup avoir un point de vue de Jérusalem, de New York, de Montréal, sans bouger de sa chaise au soleil sur la terrasse à Menton. C'est pour moi l'objectif. Et du coup, ça implique que moi, mon travail, pour moi, la qualité essentielle d'un journaliste, c'est d'abord l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une curiosité, ça c'est sûr, mais ça suffit pas. Je pense qu'il faut avoir cette sensibilité, cette émotion pour pouvoir rapporter ce qu'on ressent sur le terrain et pour pouvoir aussi faire ressentir ensuite aux personnes à qui on raconte ce qui se passe. Et c'est un article réussi, un article qui réussit à faire passer ces sensations-là. Je ne dis pas que j'y parviens tout le temps, hein, c'est un exercice compliqué. Mais pour moi, l'idée, c'est d'être au plus proche, d'avoir ce rapport au terrain où, en fait, mon métier, il est aussi... il déborde, en fait, sur ma vie parce que je vis aussi à Jérusalem, je sens cette ville, voilà, tout est pas forcément un sujet pour moi. Et puis un jour, j'ai une discussion dans une terrasse de café et il y a une idée qui émerge parce que je me dis, effectivement, ce récit-là, il résonne. Et ensuite, je vais creuser, pas forcément parler à la personne à qui j'ai parlé au début, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, le débat sur l'objectivité, la neutralité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il me semble biaisé dans le sens où ce qui est important pour moi, c'est de rapporter les faits du terrain. Mais c'est important de voir que sur le terrain, il y a des rapports de pouvoir. C'est important de voir que sur le terrain, il y a des acteurs qui ont des intérêts. En plus, en tant que guerre, la propagande, on le sait, c'est quand même tout ce qui fait la communication d'une guerre. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément pour moi, l'objectivité qui consiste à dire machin a dit ça, donc là, dans le cas de ce qui nous occupe aujourd'hui, l'armée israélienne a dit ça, le Hamas a dit ça. Franchement, je ne sais pas si certains d'entre vous regardent Al Jazeera, mais moi, je m'ennuie beaucoup quand c'est la période des passages de vidéos sur les vidéos de propagande de l'armée israélienne et puis derrière les vidéos de propagande des brigades Al-Qassam, parce que ça ne raconte rien de la vie des gens.
ça raconte rien, ça raconte des faits militaires. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de passer du temps avec les gens pour pouvoir justement rapporter ce que ressentent des gens qui, comme nous, ont été jetés dans la guerre. Et c'est intéressant, hier, je discutais avec une médecin de Médecins sans frontières qui disait on ne s'imagine pas à Gaza, en fait. Les gens viennent me voir et me disent mais du coup, c'est quoi Gaza Et moi, j'ai envie de leur dire c'est des gens qui, comme nous, avaient des canapés, des écrans plats et qui, d'un coup, se sont retrouvés en fait en plein dans la guerre. Et que ce n'est pas des gens qui nous sont si étrangers. C'est ramener ça aussi, cette proximité qui me semble importante aujourd'hui dans mon travail. So this is on the question about neutrality. And so again, as we've said in the introduction, the importance is giving a voice to the people of the region and reporting what is seen and felt on the terrain. So in this way, she sees herself as a relay of what's happening in the region, so that when someone opens their newspaper in the morning, they know what's happening, what people feel, what's the ambience in this place. And again, so because of this, the biggest quality of a journalist would be empathy, the ability to report what is felt on the terrain and to convey these emotions to the reader. So in this way, the debate about objectivity or neutrality is not that important, because what is important is relaying what's happening on the terrain. And about this, you must be cautious about power relations, especially in times of war, where there are some actors who will try and convey a narrative, and we all know this with propaganda. Vous venez de mentionner la propagande et l'impact des médias dans le journalisme. Et à ce propos, pensez-vous qu'il existe des tropes néfastes liées à la narration du Moyen-Orient dans les médias occidentaux? Et est-ce que vous en avez vu ou entendu dans les reportages sur Israël ou sur la Palestine au cours des 4 derniers mois? Do you think there are harmful tropes linked to the narration of the Middle East in Western media? Have you seen any of them in the reporting from Israel-Palestine from the past 4 months? Alors, oui, il y a d'énormes biais dans la couverture du Moyen-Orient en général et d'Israël et des territoires palestiniens en particulier. En fait, en voyant cette question, moi j'ai pensé à une autre histoire qui n'a rien à voir avec, qui est dans la région. En 2006, un soldat américain a été jugé pour avoir violé une petite fille irakienne et puis avoir tué toute sa famille qui avait été témoin du viol et puis l'avoir tuée. Et le titre de la dépêche de Reuters était le soldat en larmes avoue et se défend d'avoir violé puis tué une petite fille de, je ne sais plus quel âge elle avait, 8 ans, non peut-être un peu plus, une adolescente je crois. Bref. Et je trouve que ça illustre très bien le biais qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de médias sur la couverture du Moyen-Orient, c'est-à-dire que une petite fille irakienne, elle n'a pas le droit au statut de victime. C'est son agresseur qu'on va désigner comme le soldat avec des émotions, qui pleure. Et c'est aussi ça contre lequel j'essaie de lutter aussi moi quand j'écris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens meurent. Les Palestiniens perdent la vie. Les Israéliens sont tués. Et en fait, les Israéliens et les Palestiniens sont tués. Et donc, c'est important de rappeler que non, les Palestiniens ne meurent pas d'une épidémie étrange à Gaza. Aujourd'hui, ils sont tués. Et ça, c'est important aussi de redonner la parole et visage aussi aux victimes. Nous, on l'a fait la semaine dernière. Je pense que c'était... j'ai reçu beaucoup de messages de personnes, encore des feedbacks de lecteurs, dont mon ancien professeur de Sciences Po, me disant qu'ils étaient émus et heureux qu'on ait enfin donné des noms et des visages aux victimes à Gaza. J'ai d'ailleurs la famille aussi d'un Gazaoui
dont j'avais écrit le portrait qui m'a remerciée. Et je me suis dit, mais il y a un problème en fait, parce qu'on a fait que écrire des portraits de 9 Gazaouis sur les aujourd'hui plus de 27 000 qui ont été tués, c'est rien. Et on a redonné des voix. Pour moi, c'était totalement... Enfin, c'était pas du tout assez important par rapport à l'étendue de la tragédie aujourd'hui qu'on vit. Et pourtant, ça a mis 4 mois et ça n'a pas été fait, ça a été très peu fait. On a du mal à mettre des noms, on a du mal à mettre des images. Alors évidemment, le fait qu'on ne soit pas à Gaza, ça accentue encore ce déséquilibre. So yes, there are a lot of damaging tropes about veneration of the Middle East and this conflict in particular. And just to show how this is, there's a small anecdote of in Iraq in 2004, a US soldier raped a small girl and then killed all of her family and then killed her. And the Reuters press release said, "American soldier cries after killing a girl." And this just illustrates how there are these biases and the voice of the people on the terrain are taken away from them. It's the point of view of the American soldier which was recounted, not of the victims. And so this is what's important to take into account during this conflict. Yes, Palestinians are dying. Yes, Israeli people are dying. But we need to give back a voice and a face. No, they're killed. Sorry, yes. They are killed. Yes. That's the thing. Yes, they are killed. And it's important to give a face and a name to these people, for them to not just be a statistic, but to be people who exist, of people who are killed. Vous avez mentionné la place des émotions et des victimes. Et à ce propos, nous aimerions vous demander quelle a été la forme de résilience la plus touchante dont vous ayez été témoin dans la région. What was a form of resilience you witnessed in the region? Alors, j'ai du mal en général à résumer en une anecdote, mais en fait, il y a quelques années, je travaillais au bureau de France 2 à Jérusalem. Et puis, il y a cette émission dans Télématin où ils donnent un thème et on doit proposer des sujets. Et le thème ce mois-là était le rire. Et nous, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait au bureau de Jérusalem ? Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, moi, j'ai passé des moments très... Alors, on l'a pas fait à Gaza parce que c'était trop compliqué, parce que déjà, avant le 7 octobre, aller à Gaza sous blocus, c'était quand même toute une expédition. Je pourrais peut-être raconter ça un peu plus tard, mais... Donc, on l'a fait en Cisjordanie. On a fait justement un reportage avec des familles qui se battent pour garder leur terre et montrer un peu comment en fait cette solidarité de village où ils sont présents sur leur terre pour éviter que l'avancée des colons ou de l'armée israélienne ne grignote leur terre, et créer ces moments en fait de joie, de solidarité où à la fois on est face à l'adversité, mais en même temps il y a ce sentiment de faire partie d'une communauté, d'avoir un but. Et où en fait on a énormément ri en plantant des arbres, les blagues fusent et c'est très étrange pour moi aujourd'hui de dire ça parce que malheureusement les gens que j'ai eus au bout du téléphone ces derniers temps ne sont plus très drôles parce que les conditions sont apocalyptiques à Gaza. Mais Gaza en fait on dit en arabe Damoum Rafif. C'est des gens qui sont très très drôles, qui ont beaucoup de sens de l'humour, d'ailleurs les Cisjordaniens disent que les Gazaouis ont pris ça un peu des Égyptiens, mais il y a ce côté très léger aussi, malgré le blocus et la difficulté de la vie quotidienne. Moi j'ai des souvenirs de moments passés à Gaza où c'était des blagues très drôles et très fines que je ne pourrais pas vous retranscrire ici parce que ce ne serait pas leur faire justice. Parce que je ne suis pas aussi drôle. So talking about one of the most resilient forms that she saw,
She has, but it's hard to resume one anecdote, but she was working for France 2 in one of the morning shows, and we had to talk about the theme of laughing, which in this context seems quite hard. But in reality, no. And so this comes from Cisjordania, because Gaza was impossible. And these people were living on the border with Israeli settlers. And in face of this adversity, of this very hard situation, people would laugh all the time, would always be saying jokes, be very funny, and there was a very light-hearted atmosphere. And so this is the adversity which touched you. Because of, in light of all of these difficult situations, people maintained a smile, continued to have fun, and to laugh. Vous avez parlé de l'importance des mots, de l'humour, et à ce sujet, comment est-ce que vous nommeriez ou est-ce que vous décririez la guerre à Gaza? We've talked about words a lot. What are the words you use when discussing the war in Gaza right now? Alors, c'est la question qui fâche. Non, c'est une question très compliquée parce que moi, je me retrouve dans une situation où je ne suis pas juriste et où je suis face, du coup, à des crimes de guerre. Moi, je ne suis pas journaliste de guerre. Donc, moi, je n'ai jamais couvert... les journalistes de guerre, en général, vont d'un conflit à l'autre. Donc, ils ont des éléments de comparaison sur l'Ukraine, sur la Syrie, le Congo, le Soudan. Moi, je n'ai pas tout ça. Je suis à Jérusalem parce que j'aime cet endroit et que j'y suis très attachée et que je pense que j'ai, du coup, développé cette expertise à force d'être sur ce terrain. Mais... Je ne peux pas juger en fait du degré de tel ou tel crime ou bien de... Ce que je vois en tout cas, c'est que les experts à qui je parle, moi, qui ont été sur d'autres conflits, eux me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Des gens qui ont été en poste en Syrie, par exemple, en fait, très tôt dans la guerre, m'ont dit que Gaza avait déjà un niveau de destruction supérieur ou égal à celui d'Alep, alors qu'on était dans les premières semaines de la guerre. Les images satellites parlent d'elles-mêmes. Moi, j'ai pu documenter des crimes de guerre. Ceux commis par le Hamas en Israël ont été aussi largement documentés et filmés par ceux qui les ont perpétrés. Donc, sur ça, il n'y a pas de doute. Après, c'est difficile de mettre aussi le mot de conflit, même déjà avant le 7 octobre, parce qu'en fait, on est vraiment sur une situation qui, pour moi, relève de la colonisation, qui, pour moi, relève d'une situation où on n'a pas, en fait, deux États qui rentrent en guerre, comme ça peut être le cas dans d'autres contextes, ou bien même... une guerre civile comme on a pu l'avoir en Syrie avec un pouvoir politique qui écrase sa population. Là, on a vraiment une situation de colonisation avec du coup l'établissement d'un régime que aujourd'hui on finit par nommer régime d'apartheid. Les Palestiniens le disent depuis longtemps, mais il a fallu que ce soit des organisations israéliennes et internationales qui le disent pour qu'on commence à l'utiliser, où on voit qu'il y a une différence de traitement selon si vous êtes palestinien. Donc, il y a différents degrés de nationalité, enfin de carte d'identité chez les Palestiniens, qui permet aussi de diviser la population. Et derrière, il y a aussi, même ceux qui ont la nationalité israélienne n'ont pas les mêmes droits que ceux qui sont de... Alors, c'est la nationalité et la citoyenneté. Donc, ils sont citoyens israéliens, mais ils ne sont pas nationalité juive. So the question about war is a hard question to answer. Well, first for two reasons, because Clotilde does not work in the legal field, and she's not a war reporter. War reporters jump from conflict to conflict, so they have something from which they can compare this to, which Clotilde can't. She can't evaluate the degree of violence, but the experts to whom she does speak say that this is unprecedented violence. Sorry.
And for instance, the destruction in Gaza within the first few weeks was higher than the destruction of Aleppo in Syria. And this violence is largely filmed and documented. And the second point is that it's hard to call this a conflict because it resembles more a situation of colonization and, as many human rights organizations have called it, a regime of apartheid, where there's a difference in treatment depending if you're Israeli or Palestinian, and also on the type of passport you have. So there's subdivisions with Palestinians, and also in Israel there's a difference between nationality and if you're a citizen, which also creates some differences. Nous aimerions revenir sur le fait que vous avez mentionné qu'aucun journaliste n'était autorisé à Gaza, à part une journaliste de CNN, si je ne m'abuse, qui a pu rentrer sur une courte période. Et donc, quel impact a pu avoir l'autorité israélienne sur le type d'informations partagées dans les médias occidentaux? Et est-ce que ces mêmes autorités ont eu un impact significatif sur leur travail? You've talked about how access to Gaza is practically impossible for journalists, except the CNN journalists you talked about. And we wanted to ask you if you think in general there's been an impact on your work based on these constrictions that are from the Israeli authorities. Alors évidemment, mon travail est largement obstrué, je ne sais pas comment dire en français en fait. Je veux dire, j'ai pas accès au terrain, donc tout est complètement chamboulé. C'est-à-dire que je peux pas rapporter du tout de la même manière que mes confrères et mes consorts le font depuis Israël, où on peut parler aux victimes, on peut parler aux familles des victimes, aux otages, on peut mettre des noms, des visages, des histoires. Moi, les histoires que je mets, il y a des choses que je ne peux pas faire en fait par téléphone. Ça fait très longtemps que je veux travailler sur un sujet sur les enfants qui sont tués à Gaza, parce que les proportions sont énormes. Mais c'est impossible en fait de parler à un parent qui a perdu son enfant par téléphone et d'avoir l'émotion qu'on aurait quand on rencontre cette personne. Ce sont des choses qui... Il y a des choses qui sont indescriptibles également. Moi, quand les gens me disent l'odeur des cadavres coincés sous les décombres, ça n'aura jamais l'impact que quand moi je l'ai vécu et quand je vois le niveau de destruction, même si on voit sur les vidéos, c'est pas pareil que d'être là et de pouvoir rapporter. Alors, j'ai conscience que sur un terrain de guerre, on ne peut pas tout voir et tout rapporter. Évidemment, il y a des bombardements, il y a des combats. Mais on peut sentir... Là, ce que j'ai du mal à sentir aussi, c'est à quel point la population est désespérée, à quel point... Voilà, aujourd'hui, par exemple, il est impossible pour moi de savoir si la population de Gaza qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis du Hamas. Parce que je n'ai pas accès au téléphone. Évidemment, ils ne vont pas me dire des choses parce qu'ils sont sur écoute et je suis une journaliste étrangère qui ne voit pas. Je ne peux pas établir cette relation de confiance que j'aurais si j'étais sur le terrain. Donc il y a des choses comme ça qui sont complètement occultées de cette couverture. Et puis il y a plein de crimes de guerre que je ne peux pas rapporter non plus parce que voilà, j'ai pas assez de preuves en fait. Moi, quand j'écris, je recoupe plusieurs sources à chaque fois. Et parfois, je me rends compte quelques semaines plus tard que oui, il y avait la possibilité d'écrire cette information parce que j'ai découvert d'autres sources entre-temps. Mais au moment où je l'ai écrit, il n'y avait pas cette possibilité. Donc je m'appuie beaucoup sur les vidéos. Et pour revenir aux obstructions d'Israël, je dirais qu'aujourd'hui, il y a donc cette fermeture de Gaza, évidemment. Mais il y a eu aussi... il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ont changé les règles pour les journalistes pigistes. Donc on est de moins en moins de journalistes pigistes à pouvoir exercer en Israël. Parce qu'il faut des conditions très compliquées pour obtenir les visas, notamment des demandes de salaire minimum, où chez les médias anglo-saxons, ça marche, mais les médias français sont en général très réticents à faire ça. Et l'autre biais, je dirais, c'est qu'en fait, on a une pression permanente. Alors, bizarrement, moi, c'était plutôt avant le 7 octobre qu'aujourd'hui, avec à la fois, je pense que ceux qui ont googlé mon nom ont dû voir des articles d'Info Équitable ou d'autres
valeurs actuelles. Pour n'en citer que quelques-uns, moi j'ai reçu des menaces de mort par Facebook. Pour ça, bon, ça c'était avant le 7 octobre. Des insultes, etc. Donc il y a cette pression-là par des groupes qui ne sont pas en général israéliens, en fait, qui sont supporters d'Israël, mais qui ne sont pas eux-mêmes israéliens, ou pas directement en Israël. Et puis il y a la pression exercée par le GPO, donc c'est le Governmental Press Office, qui est en fait celui qui délivre la carte de presse, et qui a une équipe en fait de personnes qui parlent toutes les langues des grands journaux européens et occidentaux, et qui du coup décortique notre couverture et convoque régulièrement nos chefs ou nos supérieurs pour se plaindre de telle ou telle couverture. Donc voilà, il y a cette pression-là qui est exercée et qui a aussi un impact, parce que c'est sûr que voir son nom... moi, je sais que ma sœur, quand elle a vu que... qu'en tapant son nom de famille sur Google, elle tombait sur un article très désagréable sur moi, elle a un peu tiqué, quoi. So this is about the impact of Israel blocking the access to Gaza. And so, well, yes, this is an immense impact because there is no access to the fields. Unlike her colleagues in Israel who can go talk to the victims, put names, put stories of what happened to these people, this is impossible in Gaza. She wanted to write an article about the children who were killed, but there's no access to the parents. There's no possibility to convey the emotions which were felt. And similarly with, more generally, the people who are there, there's no way of knowing how these people more precisely feel about the war, because, well, the phone is a very limiting aspect. You don't get a full relation, which means that people might not fully open up. And one of the other limits of Israel's blocking of a terrain is that you cannot always report about the abuses because you don't have enough sources, or the sources aren't credible enough, and so you can only do this weeks after it's happened, if at all. And then there's also another limiting aspect, or let's say another form of pressure. So this was especially before the 7th of October. So there's always difficulty in getting a visa to go to Gaza. But also there's pressure groups which aren't always Israeli. They can be French, but very pro-Israel, who will write diss articles about the author, saying that they're not credible, that they're against Israel. And then there's also the governmental press office, who look at the articles and the stories written by every journalist, and then sometimes they'll convoke the bosses and put some pressure, saying, or arguing why, or complaining why a story was written in a way or another. Nous arrivons à notre dernière question avant de vous laisser, vous, le public, vous adresser directement à Madame Mravko. Et cette dernière se porte sur votre rôle en tant que femme et comment vous vivez votre expérience de femme journaliste. Est-ce que vous avez vécu plus d'obstacles peut-être qu'un homme journaliste à Jérusalem? So this is the last question before the floor is open for questions from public. It's a bit of a different topic. What are the maybe challenges that you found as a woman in journalism, and would you have like suggestion for yourself when you were younger? Alors, ça va être un peu surprenant, je pense que je vais vous dire, c'est qu'en gros, pour moi, c'est un avantage d'être une femme, parce que j'ai accès beaucoup plus largement à des populations plus religieuses. Donc, les femmes vont aussi avoir ce rapport de proximité plus fort avec moi, que ce soit les femmes religieuses juives aussi, et les palestiniennes plus religieuses conservatrices, notamment les communautés bédouines, où mes collègues hommes n'ont quasiment jamais accès aux femmes. À l'inverse, ça a été un obstacle dans le monde médiatique, parce qu'en fait,
j'ai eu la chance, en fait, dans le cocon Sciences Po, de ne pas vraiment le ressentir. Mais arrivé sur le monde du travail, j'ai compris ce que c'était que le Boys Club, et notamment dans le milieu des reporters de guerre. Disons que c'est pas forcément... c'est difficile c'est quelque chose qui se ressent plus qui ne s'énonce, mais c'est que on va se coopter entre journalistes hommes parce que on a des affinités à traîner aussi plus entre hommes, et que c'est aujourd'hui en train de changer, mais on a quand même moins de journalistes reporters de guerre femmes, et il y a aussi beaucoup d'ego dans le journalisme, donc c'est aussi un milieu qui est marqué par des valeurs qui, moi, me parlent pas beaucoup en tant que fan. Et également des rédacteurs en chef qui vont moins faire confiance aux femmes sur certains terrains, sur certains sujets, qui vont... Il y a aussi une question de je pense, génération, où moi j'ai été très étonnée quand je suis arrivée dans le journalisme. Ma chef au service politique me disait qu'il y a des chefs de service à l'AFP depuis... alors à l'époque c'était 15 ans je pense, donc là ça doit faire 25 ans du coup, seulement. C'est-à-dire que la génération avant moi, elles sont pas revenues chefs quand elles avaient 40 ans en fait. So this is about the question of women journalism and if there were any obstacles. On the field in Israel, in Gaza, it actually was the opposite. It was easier to be a woman because there was a more intimate relationship which could be created and which gave access to, let's say, more religious or more conservative populations with Palestinians, Bedouins, also Israeli people. And this is an access that some men never got. So in that regard, being a woman was helpful. But then in the field of journalism, itself, it was the opposite. The obstacles of being a woman could really be felt because men would more likely co-opt their male friends because they had more shared values, which tended to be more towards putting themselves in front, egotistical, let's say, values. And also on the other side with editors who would more likely trust male stories, male writers than female writers. And just an anecdote, when Clotilde joined the AFP, her boss was telling her that it's only been 25 years since people would have the position of... c'est quoi la position? Like just head of department. Head of department. Nous allons maintenant vous laisser l'occasion de poser vos questions, donc que ce soit en français ou en anglais. Du coup, vous pouvez lever votre main et nous vous donnerons un micro. So the floor is open for you to ask a question, either French or English. You just have to raise your hand. Bonjour, ça marche, vous m'entendez? Oui. Bon, je m'appelle Marie-Christine Stixet et j'ai une question concernant... en fait, j'ai deux questions. La première concerne l'accès à Gaza par les journalistes occidentaux. Vous avez dit que c'est impossible, c'est vrai, mais il y a des journalistes à Gaza. Gaza est plein de journalistes, des journalistes palestiniens qui sont ciblés par les drones israéliens. Il y en a plus de 125 qui sont morts maintenant. Mais ces journalistes rapportent, nous montrent les destructions, nous montrent la difficulté des familles de se débrouiller dans une situation totalement chaotique et catastrophique. Les mamans qui sont obligées de dire à leurs enfants qu'ils n'ont pas de nourriture, des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, aux médicaments, des mamans, des femmes qui n'arrivent pas à accoucher, des femmes qui n'arrivent pas à nourrir leurs nourrissons parce qu'elles ont perdu leur lait, etc. Et on voit que les médias internationaux, comme par exemple la BBC, montrent ces images. Pourquoi est-ce que vous ne vous servez pas des images qui sont diffusées par ces journalistes palestiniens pour montrer au monde ce qui se passe vraiment à Gaza, plutôt que de montrer en majorité
les images qui sont contrôlées par l'armée israélienne qui emmène avec eux les journalistes occidentaux et qui contrôlent ce que vous montrez. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une telle disproportion entre la couverture de la guerre de Gaza, entre les médias anglo-saxons, je pense particulièrement à la BBC, et même les médias nordiques, parce que j'habite en Norvège, par rapport aux médias français. Je pense par exemple la 2, le journal de 20 heures de la 2, on a l'impression que Gaza a disparu des radars. Si vous voulez, je peux traduire en anglais, ça vous arrange? Non? Ça va? Ok. On va laisser notre traducteur officiel s'en charger. D'accord. On va traduire la question juste après la réponse parce que comme ça, sinon on va oublier la question. Alors, pour répondre à votre deuxième question, pour moi c'est compliqué. Je commence par la deuxième parce que ça va être plus rapide. Parce que moi j'étais pas en France. Par exemple, j'ai vu un peu le travail de mes consoeurs et de mes confrères, mais en fait moi j'étais concentrée sur celui de mes consoeurs et de mes confrères palestiniens et israéliens qui eux font un immense travail en ce moment. Donc j'ai pas d'explique. Enfin, moi je me l'explique pas. Je sais qu'au monde on fait en sorte qu'il y ait un traitement assidu, même encore aujourd'hui. C'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a aussi une lassitude. Parce que par exemple, il s'est posé la question de est-ce qu'on fait les deux lives, parce qu'on a toujours un live sur l'Ukraine et la Russie. Et que en fait, c'était chronophage de faire deux lives. On n'avait juste pas les équipes nécessaires pour pouvoir faire deux lives sur à la fois Israël-Palestine et Ukraine-Russie. Et on a décidé que le live sur Ukraine-Russie était mieux installé, plus rodé. Et donc voilà, ça c'est des décisions qui ne m'appartiennent pas. Mais en tout cas, on pousse pour qu'il y ait continuellement cette couverture. On a encore une envoyée spéciale qui est arrivée cette semaine, qui a écrit un article ce matin sur les otages, les familles des otages, qui les a rencontrés. Donc voilà, nous on essaye c'est quasiment toujours en page 2. En tout cas, moi je sens qu'il y a une volonté, en tout cas au sein du journal. Je vois qu'ailleurs c'est pas forcément le cas, mais j'ai pas d'explication. À l'inverse, je trouve que les médias anglo-saxons on continue effectivement à beaucoup couvrir. Je pense que c'est aussi le biais dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a plus d'international ailleurs, quoi. La BBC a une couverture beaucoup plus internationale que nous. En France, quoi. En tout cas que France 2, ça c'est sûr. L'autre question, je m'appuie énormément sur le travail de mes collègues palestiniens. Encore ce matin, les seules images en fait que j'ai, c'est les images filmées par ces collègues, parfois des médecins aussi, mais beaucoup de journalistes, parce que pour moi, les journalistes sur place sont aussi des journalistes, donc ils ont un rapport à leur travail et ils font un travail excellent dans des conditions épouvantables. Pour vous donner une idée, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, il y a des coupures de communication tout le temps. Donc moi, je reçois, là, j'ai une personne qui m'envoyait des photos. Ça a pris l'après-midi pour que je reçoive les photos. Parce que les messages, ça passe, mais les photos, c'est plus lourd. Donc voilà, donc les légendes ne collaient pas. Enfin, c'est des conditions effroyables. Donc eux-mêmes sont déplacés, eux-mêmes ont perdu leur maison. Beaucoup ont perdu énormément de membres de leur famille, donc ils vivent aussi des traumatismes énormes. Il y a un excellent article de l'AFP, qui est un making-of, où les journalistes palestiniens, qui sont mes anciens collègues, ils font un travail formidable et qui racontent en fait toutes ces pertes, ces deuils, ces difficultés à vérifier les informations, cette pression et cette accusation permanente aussi. Parce qu'ils sont en permanence accusés d'être de mèche avec le Hamas, en permanence accusés d'être biaisés. Et donc, ils racontent très bien en fait, tout ce qui pèse sur leurs épaules, et en fait, ils sont épuisés. Enfin, moi, les gens que j'ai au bout du téléphone, au bout du fil, je les ai de moins en moins, parce que
ça fait plus de 4 mois, là, ça fait bientôt 5 mois, et c'est épouvantable parce que c'est des conditions... Et ils ont faim. So there were 2 questions. The first question was about, yes, it's hard for Occidental journalists to access Gaza, but we know that there are plenty of Palestinian journalists. And the question was, why does Clotilde not rely on their work? So I'll answer this one. The answer is that, yes, she does actually rely a lot on Palestinian journalists for media coverage, for videos, for what's happening. But this is very hard, first of all, because data is very restricted. And so, for instance, someone sent her photos, which she just received, and it took the whole afternoon just to receive photos. So transferring data is very hard. And then secondly, it's really hard to be a Palestinian journalist today. Well, first of all, because most of them have had parts or their entire family killed, because they're constantly on the move, because they don't have food, they're hungry, but also because they're constantly accused of working with Hamas and being discredited. And about this, there's a very good article by AFP which recounts how Palestinians work. And how they suffer from this. The second question is, why is there such a difference in coverage of this war between French media and Nordic and Anglo-Saxon media? So in French media, we can see that it's the coverage of Israel and Palestine is a bit dying down. So Clotilde was giving the example of Le Monde, where on Le Monde they do lives where they tell you minute by minute what's happening, and it was just too resource intense to do both a live of the war in Ukraine and what's happening in Palestine. And so the executive decided that they'd stay in Ukraine because they had more resources then, that would be easier. And same, for instance, France 2, they don't cover it a lot, but because Clotilde hasn't been in France, she's been in the train for 5 years. She doesn't really have a lot of insight on why this is. And then, yes, the Anglo-Saxon newspapers do cover the Israel-Palestine issue much more than we do in France. And it might also be due to a question of resources, having more people there. Clotilde ne le dira peut-être pas elle-même, alors je me permets de le signaler, mais dans Le Monde, le journal Le Monde daté de demain, samedi 17 février 2024, à la page 6, au bas de la page 6, il y a un article de Clotilde Mravko sur l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Voilà, donc si vous l'achetez demain, vous trouverez en page 6 un article de Clotilde. Oui, peut-être une question, on va alterner question d'étudiants et puis question de Mentonnet, donc peut-être... Oui. Déjà, merci pour votre intervention. Et donc, à travers votre parcours, on a le sentiment quand même que vous avez été plus en contact avec la population palestinienne. Et donc, je voulais savoir si, depuis les massacres du 7 octobre, votre regard et votre sentiment peut-être à l'égard de la population israélienne a changé, peut-être plus d'empathie. Non, Ben, oui, de fait, il y a déjà un biais évident, c'est-à-dire que moi je parle arabe, donc j'ai un accès à la population palestinienne direct. Je ne parle pas hébreu, donc je n'ai pas cet accès-là à la population israélienne, même si la plupart des Israéliens parlent en général anglais ou bien français. Comme je disais, hein, la base du travail de journaliste, c'est d'être empathique. Donc pour moi, c'est important d'avoir cette empathie-là. Depuis le 7 octobre, je n'ai pas travaillé en fait sur ce qui s'est passé en Israël, les massacres dans les kibbutz, ni après en fait les manifestations et le débat politique aujourd'hui avec les otages et les questionnements qui traversent la société israélienne, qui sont nombreux et très intéressants. Mais comme moi, je me suis concentrée sur Gaza, j'ai pas du coup écrit sur ce sujet. Après, évidemment, le 7 octobre au matin, quand on se réveille,
Il y a des gens que je connaissais aussi, il y a des gens qui ont été personnellement touchés, qui sont des amis d'amis. Donc oui, j'ai eu évidemment, comme tout le monde en Israël, ça fait 5 ans que je suis à Jérusalem, donc forcément c'est une vague qui nous touche tous. So the question was about since Clotilde seemed to have spent more time with Palestinians, did she start to feel more empathy with regarding Israelis since the 7th of October? So firstly, she speaks Arabic and not Hebrew, so she was already a bit biased. But as a journalist, the most important was to be empathic, so she was empathic regardless. And it is true that she did not focus on the news and on the political debates in Israel. She focused on Gaza. She was less versed on that, but she knew about people that were affected by the attacks, and so she lived this empathy with Israelis as well. Do you hear me? Okay. Thank you for your intervention. I wanted to ask you about like the role of journalism in shaping the public narrative in the Arab world and Israel, because I feel like I assume that you might know a lot about like something about the way this war is being like reported both in the Arab world and Israel, and I was wondering, what do you think are the roles of Arab and Israeli medias in like reporting this? And I also wanted to ask what are the kind of like positive side of like both Arab and Israeli media, and negative side like that they need to like do better in terms of reporting this war. Je vais juste traduire la question pour nos francophones. Donc la question, c'est quel est le rôle du journalisme pour former l'opinion publique, et notamment des médias arabes et israéliens. Et en complément à cette question, il y a la question quels sont les aspects positifs et négatifs de ces médias? Alors déjà, je tiens à souligner que contrairement à notre couverture, de manière générale, même déjà avant le 7 octobre, les médias israéliens font des enquêtes particulièrement fouillées. C'est une presse qui est très critique, qui est très offensive. Il y a des choses qui sont écrites dans les pages d'opinion qui sont très fortes. Donc tous les débats qui traversent la société israélienne sont relayés par la presse israélienne. Et du coup, ça fait aussi parfois qu'on a une impression de la société israélienne qui peut être même un peu, pas biaisée parce que c'est un mot fort, mais qui peut être un peu déformée parce que dans les strates de la société israélienne, les débats ne sont peut-être pas aussi forts qu'ils s'expriment dans la presse. Et puis il y a aussi le fait que beaucoup de journalistes occidentaux lisent Haaretz, qui en fait ne représente vraiment pas grand-chose dans l'opinion israélienne aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, c'est clair et net, c'est pas du tout les mêmes informations qu'on voit nous. Que Al Jazeera, je pense, a une machine qui informe le monde arabe, qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous on voit sur nos écrans. Enfin moi en tout cas, j'ai regardé beaucoup Al Jazeera pour avoir justement, parce que s'ils sont les rares à avoir une très bonne connexion et des journalistes sur le terrain dont je connais certains, et donc je sais avec quel professionnalisme ils travaillent. Et en fait, bon, déjà, ils ont les moyens de couvrir cette guerre de manière extensive, mais surtout, ils ont une approche qui parle en fait aux populations arabes. Et donc, on a, dès le début, en fait, dès le 7 octobre, le 8, en fait, le monde arabe a vu des bébés gazaouis sous les décombres. Et à l'inverse, côté israélien, on ne voit pas ces bébés gazaouis, mais par contre, le 7 octobre et dans les semaines, même encore aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les victimes des massacres du Hamas. Et donc, on a vraiment deux narratifs qui sont deux mondes parallèles, en fait. J'ai aussi souvenir
je crois que c'était quelques jours après le 7 octobre, quand il y avait encore des combats avec des combattants palestiniens encore sur le territoire israélien. Et on avait la télé israélienne qui était aussi embedded, avec les forces armées pour libérer les kibbutz. Donc il y avait vraiment cette union nationale côté israélien qui, je pense, a beaucoup aussi frappé les esprits à un moment où le pays était... Je pense qu'on n'imagine pas très bien... alors je ne sais pas parce que j'étais pas là en fait dans la couverture du 7 octobre en France, mais c'était un choc indescriptible aussi en Israël. Et donc ces images-là, elles sont restées aussi dans les esprits. Et à l'inverse, de l'autre côté, Al Jazeera, qui je pense est la plus grosse audience dans les pays arabes, a vraiment... les images sont... moi j'ai du mal à les regarder tout le temps, quoi, parce que c'est trop violent ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc ces images-là, elles sont dans les foyers de tous les pays arabes aujourd'hui. Et même au-delà d'ailleurs, parce qu'Al Jazeera English a quand même une audience internationale. C'est pas tout à fait le même contenu, mais... So first of all, it's about the Israeli press coverage. And it happens that Israeli press covers a lot the question of Israel, of the colonization, and there's a lot of investigations about this. And so if you only look at the Israeli press, we see a very strong debate with very strong opinions, but this does not specifically represent the point of views of the Israeli people. And then if we look at Al Jazeera, which represents mostly the Arab media, since the very beginning, the 8th and 9th of October, we could already see images of babies in rubble, and they were giving these very strong images because also they have the means to have a lot of coverage of what's happening in Gaza. Compared to the Israeli media, where on the 7th of October, this event was an immense shock to Israel and the Israelis. So we see that both media are covering very different things. In Al Jazeera, there's a lot of, and because it's catered to more of an Arab audience, there's much more coverage of what's happening in Gaza, whereas in Israeli media, the 7th of October is really, really represented as an immense shock. Est-ce qu'on a d'autres questions? Any other questions? Oui, il y en a une. Attendez, il y en a une au premier point. Voilà. Merci pour votre présence. Moi, je voudrais dire qu'on parle beaucoup en ce moment en France de nos droits fondamentaux, et je crois qu'on a un droit à l'information et qu'il faut le défendre. Parce que, justement, ce que vous nous avez décrit, c'est que c'est un peu attaqué. On nous prend souvent pour des mineurs. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout voir en France. On nous filtre beaucoup de choses. Depuis qu'il y a les chaînes en continu, vous avez parlé des experts. Alors, il y a quelques vrais experts, et puis il y a des experts autoproclamés qui sont là plutôt pour venir confirmer la ligne éditoriale de la chaîne. Et puis, comme ça, on continue, la nuit, le jour. On nous raconte ce que vous avez appelé tout à l'heure un récit. Nous, on est d'âge, moi, mon épouse, à avoir vu, je veux dire, des journalistes au Katanga, au Vietnam, etc., directement dans l'événement. Et puis, d'un seul coup, est arrivée la guerre d'Irak, et on a mis les journalistes dans des hôtels, et tous les soirs, on voyait comme ça un feu d'artifice au loin. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a cette volonté de maintenir... je dirais, les journalistes à distance des choses qu'on ne veut pas montrer. Et à nous, je dirais, les citoyens, de se battre pour avoir cette information qu'on nous doit. Je veux dire, on nous dit qu'on est dans un pays démocratique et libre. Comme vous disait madame tout à l'heure, on nous doit cette information. Après, à nous de nous en emparer ou pas. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qu'on nous fabrique, c'est que les gens en France, certains, sont plus tristes du transfert d'Mbappé que des enfants sous les bombes à Gaza. Donc, quelque part, c'est quand même un sacré problème. On ne voit pas les Français dans les rues. Enfin, il y en a eu venir défendre ce qui se passe à Gaza, mais on parlait des Anglo-Saxons. Ils ont pris tout de suite le relais beaucoup plus vite que nous pour ça. Et nous, même pendant les premiers temps,
on nous a dit que ce n'était pas des manifestations autorisées parce qu'elles pouvaient déraper. Bon, maintenant, on a commencé un petit peu à se dire qu'il y avait peut-être aussi là-dedans des gens raisonnables qui avaient envie de dire des choses. Mais je pense que là, quelque part, il faut qu'on vous soutienne, les journalistes. Moi, j'ai l'impression, par exemple, maintenant, quand il y a des journalistes qui sont enlevés, on n'a pas la même spontanéité qu'il y avait il y a 25 ans. Je veux dire, les confrères, même journalistes, tous les soirs à la télé, parlaient de leurs confrères journalistes en difficulté. Vous avez parlé des 125 journalistes qui sont morts à Gaza. Je ne vois pas beaucoup les journalistes français venir parler de leurs confrères journalistes là-bas. Merci. Moi, je pense effectivement qu'on n'a pas une information à la hauteur en France de ce qui se passe. Pour prendre la défense des journalistes palestiniens, nous, on a écrit plusieurs tribunes, plusieurs articles. Parfois, j'ai même un peu l'impression qu'on est un peu trop focalisé sur les journalistes, mais à raison, parce que ce qui se passe est au-delà du descriptif. Enfin, c'est du jamais vu, en fait, dans un conflit qu'autant de journalistes soient tués. Donc ça mérite qu'on continue d'écrire et qu'on continue de publier des tribunes. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres professions qui sont systématiquement attaquées. On parle des soignants. Là, j'étais encore au téléphone avec des soignants. Donc voilà, il y a je pense que, en tout cas, moi, je sens en France, là, je suis de retour depuis il n'y a pas très longtemps, mais je sens quand même que les gens ont une opinion, que en fait, ça a énormément touché de gens en France que j'étais moi-même étonnée parce que je pensais arriver dans un pays qui était un peu indifférent, en fait, alors que pas du tout. So the question was about the right to information in a democracy and how they were experts and self-proclaimed experts and a lot of narratives. And then in France, there was more focus on like domestic affairs, that what was going on in Gaza, and with the protests that were not allowed, and also maybe some French journalists they're not talking enough about their colleagues in Gaza. And so Clotilde's answer was about how it is true that the information, the coverage is underwhelming, but there has still been articles on journalists, and even a lot, like a certain focus on it. And there's also contact with healthcare providers, and that she was even shocked that when she came back to France, she saw how people were involved, they all had an opinion, and they were still touched by the situation in Gaza. Merci beaucoup pour votre intervention, votre parcours, votre action qui sont vraiment très inspirants. Moi, j'avais deux questions. Tout d'abord, du coup, vous avez parlé des biais tout à l'heure et vous avez employé le mot guerre à plusieurs reprises pour décrire la situation actuelle, et donc plusieurs médias français continuent d'employer ce mot guerre, dont Le Monde, qui continue de parler d'une guerre aujourd'hui. Est-ce que selon vous, c'est encore pertinent d'employer ce terme ? Et deuxièmement, c'est vous en tant que journaliste, comment est-ce que vous envisagez la suite face à ce désarroi que vous décrivez, face à une situation qui devient de plus en plus compliquée et au risque de génocide formulé par la Cour internationale de justice? Et est-ce que donc par conséquent vous craignez l'invisibilisation et la banalisation de ce qui se passe à Gaza? Est-ce que vous pouvez préciser la fin de votre question? En quoi, parce que je n'ai pas compris le lien en fait. Sur ce qui se passe. La deuxième question? Oui, pourquoi ça crée la banalisation? En fait, vous en tant que journaliste, donc vous traitez la situation telle qu'elle est, vous appréhendez les choses telles qu'elles sont, mais la suite de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et face au risque de génocide formulé par la CIJ, comment, en tant que journaliste, vous envisagez votre retour sur les territoires palestiniens en Israël et le traitement de la situation? Alors, la suite, moi, très clairement, je ne pensais pas être devant vous aujourd'hui, je pensais être à Gaza. Donc moi, c'est comme ça que je vois la suite. C'est-à-dire que moi, j'attends l'ouverture de Gaza aujourd'hui.
pour cesser de faire mon travail par téléphone dans mon bureau. J'ai du mal à envisager la suite parce qu'en fait, je ne sais pas quelle suite. Aujourd'hui, j'ai reçu un message montrant un convoi d'aide humanitaire attaqué à Rafah parce que les gens ont faim. Au début, j'ai cru que c'était Rafah qui avait ouvert et les gens qui se précipitaient dans le désert. Donc en fait, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il va y avoir une offensive à Rafah ou pas? Est-ce que l'offensive sur Khan Younes va continuer? Ou est-ce qu'on va trouver un accord avec les otages? C'est pareil, je pensais aussi que cette semaine, je serais en train de couvrir la trêve et l'accord sur les otages. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout devant. Je ne peux pas envisager ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ce que je sais, c'est qu'on a continué d'écrire des tribunes et surtout de demander au tribunal, la Cour suprême en Israël pour pouvoir rentrer à Gaza. Ça nous a été refusé. Donc voilà, on continue à couvrir cette guerre à distance. Pour moi, c'est ce que j'envisage moi personnellement, ce serait d'aller à Gaza. Mais ça, c'est pas malheureusement entre mes mains. Je sais pas trop ce que vous entendiez par normalisation. Moi, justement, l'article dont parlait Youssef, qui sera publié demain, c'est pour lutter contre ça, c'est-à-dire qu'il y a une énième attaque d'un hôpital à Gaza. Les informations sont très parcellaires, mais en même temps, on a les informations, on a des images. Sauf que moi, je suis arrivée à un point où je me dis, OK, comment je raconte? C'est mon 6e hôpital attaqué, en fait. Donc, qu'est-ce que je raconte au lecteur pour pas non plus que le lecteur se dise... Donc, en fait, Clotilde, elle fait la chronique des hôpitaux assiégés. Et en même temps, c'est la réalité aussi. Et donc, c'est cette réalité qu'il faut continuer à raconter et qu'il faut continuer à raconter de manière à ce que ce soit... qu'on prenne en compte aussi que c'est même plus vraiment que c'est pas la même situation non plus que l'hôpital Al-Shifa, parce qu'aujourd'hui le poids sur les hôpitaux est encore plus élevé puisqu'il y a moins d'hôpitaux, puisque les autres ont été assiégés. Donc voilà, c'est tous ces challenges-là au quotidien que moi j'ai à essayer de faire une couverture qui puisse être la moins mauvaise possible. Elle est très mauvaise, hein, on est d'accord, mais c'est très compliqué. Pour l'utilisation du mot guerre, oui, le monde utilise le mot guerre. Je pense que ce mot est forcément imparfait, mais encore une fois, comme moi je couvre de manière très imparfaite en ce moment, ça correspond quand même à une certaine réalité, c'est-à-dire que c'est une réalité de guerre. On est en guerre. Je dis que Gaza est assiégée, je parle aussi des massacres, d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est des mots qui, pour moi, ont cette importance-là, c'est-à-dire de montrer la réalité de ce qu'est une guerre. J'utilise pas personnellement le mot de génocide parce que ça a une connotation juridique que je ne suis pas à même de pouvoir, moi, appliquer sur une situation où j'ai pas accès, où j'ai accès partiellement, et en tout cas, j'ai pas cette légitimité-là pour dire c'est un génocide ou c'est pas un génocide. Je documente des crimes de guerre. Voilà ce que je fais aujourd'hui à travers mon travail. Et ça, j'ai l'impression qu'au monde, en tout cas, on essaie de les nommer. C'est pas toujours facile. Ça crée des débats. Mais c'est ça aussi, le débat éditorial, c'est pouvoir discuter de quels mots on emploie pour être le plus juste possible. Après, je pense que de manière générale, on a du mal à imaginer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, malgré toutes les images qui nous parviennent, et que, évidemment, parfois, on peut avoir l'impression d'être un peu démuni face aux mots. J'ai une amie qui vient de m'écrire en me disant qu'elle trouvait plus les mots pour écrire ce qui se passait. Okay, so these were 2 questions. The first question was, with the risk of genocide, which was stated by the ICJ, how does she forecast to return to Palestine and treat the subject? And so, well, Clotilde said that she didn't believe that she'd be in France right now. She thought she would be in Gaza. And right now she's waiting the access to Gaza because
because it's a complex situation. It's hard to imagine what happens next while we actually, to know if the attacks will actually happen, to know what will happen. So she continues to write articles, and Le Monde and journalists continue to write articles and tribunes to try and get access to Gaza. There's been requests to Israeli courts to get this access to Gaza, but they've all been rejected. And she's arrived to a point where, in a way, she doesn't know what to write to talk about the reality of the terrain, but also to try and have the least negative coverage. And then the second question was about the use of the term war, because the situation right now, some people find it, because it's not two states which are fighting, can we really qualify this as a war? So Clotilde says that in Le Monde, they do use the term war because this is the reality of the situation. There are massacres, there are people who are killed, Gaza is under siege, and they need to show this reality. She does not use the term genocide, however, because genocide is a legal term which requires certain qualifications, and she doesn't believe that she has the legitimacy to use this legal term. But she does recount war crimes, but this does create debates within Le Monde, within editors and writers, and how to use this term. Nous avons encore le temps pour quelques questions, mais nous terminerons, s'il vous plaît, à 20h15. Voilà, il nous reste encore un peu de temps, mais à 20h15, on terminera. Merci. Hello, thank you so much for answering all these questions. It's been really enlightening. So basically, we had a question, and it was very similar, so we thought of kind of combining the two together. So I'm going to start, and then I'll hand over the microphone. So our question was, do you believe that there was a cultural shock when you first went to Jerusalem, and do you believe that it played a role in your journalism? And how do you think that you got over it, if you think that you got over it? And mine was more concerning like the legitimacy of like Western reporters. Like I was thinking about the CNN reporter that entered Gaza. I think you were talking about Clarissa Ward. Like she entered Gaza, and I saw this video of her being confronted by an Egyptian reporter that says like, you have no legitimacy of being here and being reporting in Gaza. Like you're a Western, like American, like reporter. Like why are you like taking our stories? And so I was thinking about like, what do you think is like the legitimacy of like a Western reporter that, due to like culture and like simply geographical origin and like background, like is far from the region, is far from the matter, but still like continues reporting? And I have another question, but I'm not sure if you want to like answer like before. No, go ahead. Like it's simply, I was thinking about like the dynamics between like a single reporter and like the newspaper. Like I noticed that like in most Western like media, like I come from Italy, like most Italian medias are like pro-Israel, and I was wondering like what is the role of maybe like a pro-Palestinian reporter within these like big newspapers, and like what is the balance between, I don't know, like having to respect a certain maybe political stance, a certain like political opinion within your big newspaper and like your big like name company, and like your your opinion of a single reporter. Like do we have to actually respect the opinion of the general newspaper, or can we take a stance, and how do we behave? Alors on a une question qui se divise en trois. La première porte sur le choc culturel qu'aurait pu vivre Madame Mrakov ou non sur son arrivée à Jérusalem, et si cela l'a impacté dans la manière qu'elle a de pratiquer son métier. La seconde était sur quelle est la légitimité des journalistes occidentaux dans des endroits où ils ne partagent pas la culture, la connaissance et la langue. Et la troisième se porte sur la possibilité, la marge qu'un journaliste peut avoir au sein d'un journal de partager une opinion qui puisse être contraire. Donc par exemple, dans les médias occidentaux qui sont généralement plutôt pro-Israël, comment est-ce qu'un journaliste pro-palestinien peut avoir un impact ? Alors, le choc culturel, oui, évidemment, c'est pas la France. Après, moi, j'ai vécu au Caire. J'ai beaucoup d'amis qui sont pas français, qui sont notamment issus de la région, mais pas uniquement. Et donc, j'ai beaucoup été confrontée à d'autres
choc culturel entre guillemets. Et finalement, Jérusalem n'est pas le plus gros choc culturel. Enfin, l'arrivée au Caire est clairement beaucoup plus un choc culturel. Donc moi, non, j'ai pas eu ce sentiment. En plus, il y a quand même, Jérusalem est une ville, alors bizarrement, à la fois très cosmopolite et très fermée, parce que l'accès à Jérusalem est fermé à une partie de la population mondiale, parce qu'Israël n'a pas de relation avec beaucoup de pays arabes, parce que certains Palestiniens ne peuvent pas y aller. Mais en même temps, c'est une ville très cosmopolite, enfin, c'est le siège des 3 monothéismes, et il y a cet échange, cette culture, c'est une ville de brassage, c'est une ville qui a toujours été un carrefour de guerre et de coopération, et ça se sent aussi dans cette ville-là. Et donc, je dirais que j'appellerais pas ça un choc culturel, en fait. C'est une manière de s'adapter à un nouvel environnement, mais qui, moi, me plaît énormément de pouvoir justement avoir une autre vision du monde à travers les différentes personnes qu'on rencontre. En plus, à Jérusalem, vraiment, on rencontre des personnes avec des visions du monde diamétralement opposées et qui nous confrontent aussi à nos propres certitudes, à nos propres biais, à nos propres préjugés. Moi, j'ai beaucoup appris finalement auprès de personnes à qui au départ j'aurais probablement pas parlé dans d'autres contextes, parce que Jérusalem permet aussi ce brassage assez extraordinaire. Sur la question de la légitimité, évidemment, c'est une question qu'on se pose. Je trouve ça intéressant parce que j'ai un peu l'impression que c'est une question qui se pose beaucoup plus dans le monde anglo-saxon aujourd'hui qu'en France. Et je dirais peut-être aussi plus dans la jeune génération. Alors je vais parler comme une vieille, mais moi j'ai pris le parti de me dire que, comme je vous disais tout à l'heure, mon travail c'est d'être un relais. Donc un relais entre les voix du terrain et celles de mon pays, la France. Du coup, j'ai pas forcément l'impression de cette illégitimité, parce que pour moi, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Je ne prétends pas porter la voix des Palestiniens ou des Israéliens. Je porte la voix de personne. Je rapporte ce qui se passe sur le terrain, et donc j'ai pas... je veux dire, si j'étais une activiste, peut-être que cette question de la légitimité se poserait. Mais aujourd'hui, en tant que journaliste, la question se pose dans le sens où je dois questionner mes propres biais en tant que femme née dans la classe moyenne. Ça, c'est des biais aussi qui sont présents dans d'autres aussi reportages, et issus de la culture française. Donc, quels sont les biais que je peux avoir par rapport à tel ou tel sujet qui, en France, peuvent être abordés différemment. Mais ça, c'est des choses que, pour moi, ne sont pas insurmontables. Et la troisième question sur les dynamiques entre le journal et les reporters. Alors déjà, moi, je ne dirais pas qu'il y a un journal ou un reporter pro-palestinien avec un journal pro-israélien. Enfin, c'est pas comme ça que je définis, puisqu'on n'est pas activiste a priori. En revanche, moi, je suis pour le débat éditorial, et j'ai beaucoup démissionné, parce que malheureusement, aujourd'hui, en France, le débat éditorial est parfois impossible. Notamment, pour citer un exemple, j'étais reporter pour Europe 1, et donc quand la radio a été rachetée par Bolloré, la plupart de mes collègues avec qui j'avais cette relation de confiance et qui permettait qu'on ait un débat éditorial sain sont partis, parce qu'elles-mêmes étaient sous pression. Et donc j'ai décidé moi aussi de partir, parce que pour moi c'était pas des conditions saines de travail. Et donc là, aujourd'hui, je pense que c'est l'avantage d'être journaliste indépendante, c'est que je peux décider avec qui je travaille ou avec qui je ne travaille pas. Et j'ai réussi, en tout cas pour l'instant, dans ma relation avec le monde, à avoir justement cet espace de dialogue qui est pour moi très important, où on peut discuter sur des termes, où on peut ne pas être d'accord. Enfin, moi, il y a des choses que mes collègues écrivent avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais
on en discute. Et chacun a sa manière d'approcher les choses. Et il est hors de question pour moi d'imposer une vision du monde, tout comme il est hors de question qu'on m'impose une vision du monde. Il y a beaucoup d'endroits où on peut travailler dans le journalisme où les rédacteurs en chef vous envoient en disant « je voudrais que tu nous ramènes ça ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire parce que pour moi, je pars encore une fois du terrain pour rapporter ce qui se passe et non l'inverse, quoi. So for her, there was quite a culture shock. There was not quite a culture shock because she lived in Cairo and she had friends from abroad. So she already had culture shocks before, and so Jerusalem wasn't as much as a culture shock compared to Cairo. And Jerusalem is weirdly enough cosmopolitan and closed. It is the siege of the 3 Abrahamic religions, so you can feel it when you're there. But she likes this different environment, notably through the person that she gets to meet. And they can really have contrasting beliefs and visions, and so she really learned a lot from it. And as for the question of legitimacy, it is interesting because it is considerably more asked among the youth in the Anglo-Saxon world compared to France. And she considers herself to be a relay, so she doesn't feel particularly illegitimate. And maybe it would be a more relevant question if she were to be an activist, for instance. However, she has to ask herself about her own biases as a French middle-class woman, but it's something that is doable for her. And on the third question about the relation between newspapers and reporters, they're not like really pro-Palestine or pro-Israel newspapers per se. However, she had sometimes to step down because there was not like a proper editorial debate within the newspaper. So she can choose with whom she works. And in Le Monde, in particular, she has the space of dialogue where she can discuss with her colleagues and even disagree on terms. And everyone has its own vision, and no vision should be imposed. And there's a lot of places where, for example, chief reporters tell journalists to talk about precise things, and this is something that she could not tolerate. Merci. Merci infiniment Clotilde pour ta venue. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Alors on a aussi voyagé, on a parlé de Gaza, des territoires palestiniens, de Jérusalem, d'Israël, d'Égypte. Et voilà, souvent quand on parle à des lycéens qui s'intéressent à Sciences Po et qui nous disent voilà, j'ai envie d'étudier dans votre université et qu'est-ce qu'on peut faire plus tard? Voilà, c'est un exemple. Clotilde est aujourd'hui journaliste indépendante et pour elle, d'une certaine manière, ça a aussi commencé à Menton, au Bastion, promenade de la mer, à la Villa Jasmin, à Menton plus, à la plage des Sablettes. Voilà, on n'était pas encore dans le bâtiment Saint-Julien, mais voilà, on essaiera aussi d'inviter des anciennes et des anciens pour vous montrer à toutes et à tous, à la fois les étudiantes et les étudiants qui se demandent aussi voilà, ce que deviennent les anciens de Menton, puisque Menton, l'année prochaine, enfin, le campus de Sciences Po à Menton, l'année prochaine, fêtera ses 20 ans. Donc on a un petit peu de recul aussi sur des beaux parcours professionnels comme ceux-là. Et puis aussi pour les Mentonnaises et les Mentonnais qui se demandent, voilà, tout là-haut, mais que diable fabriquent-ils ces gens-là? Voilà, on étudie de l'économie, de la sociologie, de la science politique, de l'histoire, des langues, pour voilà, nous apprendre aussi à, comme je vous le disais tout à l'heure, comprendre son temps pour agir sur le monde ensuite, et surtout garder le sens de la nuance et de la mesure, et surtout dans des moments aussi difficiles. Donc encore une fois, merci beaucoup Clotilde. Je pense que nous avons tous et toutes passé une très belle soirée. Encore merci. Merci à vous.